Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. L'assassinat sordide du journaliste saoudien Jamal Khashoggi provoque une onde de choc mondiale. Mohammed Ben Salman, le jeune prince qui a pris les commandes du royaume, a-t-il ordonné lui-même l'élimination de cet opposant gênant? Le scandale pourrait-il modifier le jeu des alliances dans cette région, stopper la guerre au Yémen, voire même affaiblir Donald Trump, qui a fait de Riyad son principal allié arabe? Beaucoup de questions au sommaire de Géopolitis. Nous recevons aujourd'hui la journaliste Christine Ockrent. Son livre « Le prince mystère de l'Arabie » vient de paraître. L'assassinat de l'opposant Jamal Khashoggi à Istanbul, dans un recoin du consulat d'Arabie Saoudite, provoque un tsunami diplomatique. Le corps de Jamal Khashoggi aurait été découpé à la scie pour être sorti à l'extérieur du consulat. C'est en tout cas la presse turque qui a rapporté en primeur ces horribles détails qu'elle dit avoir obtenus au plus haut niveau de l'enquête. Il est avéré à ce stade qu'une équipe des Secret Service saoudiens soit venue tout exprès de Riyad pour exécuter cette mission. Quelles que soient les vérités qui vont encore sortir, l'affaire Khashoggi jette une lumière crue sur le royaume d'Arabie Saoudite. Le prince Mohammed Ben Salman pouvait-il ne pas savoir, lui qui contrôle tout dans son pays, à commencer par les services secrets? Serait-il un despote régnant sur une plutocratie où personne ne travaille, comme l'écrit notre invité? Avec elle, nous décortiquerons ce royaume opaque, imperméable aux droits de l'homme, avec son jeune prince de 33 ans, visionnaire, déterminé à transformer la société et les rouages de la monarchie. Nous verrons aussi qui était le journaliste Jamal Khashoggi. Son élimination, le 2 octobre dernier, révèle en tout cas la face noire du royaume saoudien. Abraham Ziziadis. L'Arabie Saoudite est une affaire de famille. Le pays porte le nom d'un clan comme une propriété, les Saouds. Et le patriarche, adoubé dès les années 30 par Londres puis Washington. Protection militaire contre pétrole, le marché est toujours d'actualité. Les Saouds sont une caste, des dizaines de milliers de princes et un système, la monarchie absolue. Une famille gardienne des lieux saints de l'islam et un seul code, la loi religieuse la plus stricte. Aucun parti politique, mais depuis 2005, des élections municipales et un droit de vote pour les femmes. En Arabie Saoudite, le roi est tout. Il exerce toute l'autorité, il tient ce pouvoir de Dieu. Rien ne peut être fait sans son autorisation. Le code islamique est strict. Peine de mort par pendaison ou décapitation, amputation de membres pour certains délits, la prison, la torture ou la mort attendent les opposants. 150 exécutions en 2017. Le royaume a une terreur de l'encerclement. Depuis la révolution islamique en Iran, il craint les mollahs chiites de Téhéran. Le chiisme et les printemps arabes sont leur hantise. Le printemps arabe secoue l'émirat du Bahreïn. Et pour la première fois, l'armée saoudienne vient mater la révolte et y voit la main de l'Iran, tue et écrase la contestation. Le roi Salman voit l'Iran revenir sur le devant de la scène alors que la crise menace avec la chute de l'or noir. La monarchie craint le naufrage et Salman brise les codes. Son fils Mohammed est adoubé. Il est le visage de la révolution de palais des Saouds. Le jeune prince avance au pas de charge. Il voit la main de l'Iran dans la guerre civile du Yémen et lance sa puissante machine militaire. 3 ans de guerre, 10 000 morts et des dommages collatéraux dramatiques. Le Yémen agonise. Les milliardaires de la famille royale sont priés de faire allégeance et passer à la caisse. Ils sont mis aux arrêts. Les femmes autorisées à conduire, mais les militantes féministes, les blogueurs, la moindre opposition est muselée alors que les condamnations à mort pleuvent. Les minorités religieuses chiites du pays sont frappées à mort. MBS menace même le Qatar voisin d'étranglement s'il ne s'aligne pas sur les maîtres de l'Arabie. Le royaume est pris dans un tourbillon nommé MBS. Avec l'exécution sauvage d'un journaliste devenu opposant, le tourbillon s'est transformé en tornade. L'Arabie Saoudite est sortie de ses gonds comme un navire à la dérive.
Bonjour Christine Ockrent. Bonjour. C'est un plaisir de réaliser cet entretien ici à Paris, chez votre éditeur. Le meurtre de Jamil Khashoggi crée une onde de choc mondial et dans un alignement de planètes assez extraordinaire, vous publiez Le prince mystère d'Arabie, les mirages d'un pouvoir absolu. Christine Ockrent, est-ce que vous pensez que l'élimination de Jamil Khashoggi n'ait pas été décidée au plus haut niveau du royaume? Je crois que ce qui a été décidé au niveau du prince héritier, c'est qu'il fallait que Khashoggi se taise. Parce qu'il était devenu un espèce de bourdon gênant pour un pouvoir qui ne supporte pas le moindre froncement de sourcils dès qu'il s'agit du prince héritier et de ses réformes. Il est évident que les Saoudiens qui ont participé, qui étaient les membres du commando qui a débarqué à Istanbul, étaient des proches du prince héritier. Ils ont d'ailleurs déjà été, évidemment, mis en cause, mis à l'ombre. Et le prince héritier a fait cette déclaration quand même assez embarrassée lors de ce qu'on a appelé le Davos du désert, qui était d'ailleurs bien déserté par beaucoup de grands financiers internationaux. Et donc là, il a parlé, lui, d'un incident odieux, regrettable, tous les coupables seront punis. Mais ce qu'il faut bien noter, je crois, c'est que cet incroyable feuilleton, nourri d'ailleurs avec délice par le président turc, qui est franchement pas connu pour être un grand défenseur des journalistes non plus, et de la liberté d'expression, mais ça a permis évidemment au président turc d'humilier l'Arabie saoudite et peut-être aussi d'obtenir quelques compensations financières au moment où l'économie turque va très mal. Mais que Khashoggi, à mon avis, on lui a proposé, d'après mes informations, un marché à la bédouine. Khashoggi faisant partie d'une grande famille de Jeddah et ayant d'ailleurs fait tout son parcours au sein du système. Oui, il vient des plus hautes sphères du royaume. Mais surtout, il a été le conseiller d'un prince qui a été pendant plus de 20 ans le patron des services secrets saoudiens, ensuite ambassadeur à Londres, ambassadeur à Washington. Donc Khashoggi n'était pas un journaliste lambda, dirons-nous. Il a très très bien compris. Il a commencé par applaudir le jeune prince. Bravo les réformes, bravo la guerre au Yémen. Mais quand il a vu que MBS, comme on l'appelle, avait des méthodes de plus en plus rudes, Khashoggi s'est dit « je vais me mettre à l'abri ». Et c'est là où il a commencé à gêner, il a commencé à critiquer. Et à mon avis, on lui a dit « tu rentres au pays, tu te calmes, on t'assure sécurité et prospérité ». Khashoggi refuse. Il se sent, lui, en sécurité en Turquie. Pourquoi ? Parce qu'il est frère musulman, tout comme Erdogan, tout comme le parti politique d'Erdogan, et que il se dit, voilà, rien ne peut m'arriver. Parlons maintenant de votre prince mystère. Vous avez évoqué la guerre du Yémen. Il a engagé son pays dans la guerre du Yémen, un désastre humanitaire, on le dit. Qui avait commencé avant. Qui avait commencé avant. Mais il a engagé l'Arabie, son pays, dans cette guerre. Avec les Émirats. Il a mis sous embargo son voisin, le Qatar. Il a tenté de renverser le Premier ministre du Liban, Saad Hariri. On ne peut pas dire que son bilan soit un grand succès. Non, c'est même un bilan désastreux sur le plan international. Néanmoins, il a affirmé que l'Arabie saoudite, désormais, au lieu d'être dans ce mode extrêmement lent, cauteleux, prudent, certes, on finance, l'Égypte vit à crédit grâce aux Saoudiens, la Jordanie pareil, le Liban en bonne partie. Au lieu de ce style-là, lui, il a dit « l'Arabie saoudite, c'est la grande puissance du monde sunnite ». D'où l'opposition avec le président turc, qui, lui, s'est précipité au secours du Qatar en juin dernier, quand MBS et son complice, l'émir d'Abu Dhabi, dont il ne faut absolument pas négliger le rôle dans tout ça, MBZ, ont décidé que le Qatar, c'était les frères musulmans, c'était le financement du terrorisme, et que donc, il fallait que ça cesse. Par rapport à tout cela, oui, une série d'échecs. Sur le plan intérieur, en revanche, ce qu'il a déclenché reste, à mon avis, fort intéressant, et il est navrant de voir que ce garçon de 33 ans, qui avait compris
pas du tout occidentalisé, hein. Jamais passé... Il a fait ses études en Arabie Saoudite. À Riyad, il a appris le droit. Qu'est-ce que c'est que le droit en Arabie Saoudite? C'est le Coran. Ouais. Bon. Ouais. C'est pas un type cultivé, mais intelligent, d'après tout ce que l'on m'en a dit. Et il a compris 3 choses. 1, on ne peut plus dépendre à ce point du pétrole. 2, 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Il faut les mettre au travail. Mais elles ne travaillent pas. Vous dites cette plutocratie où personne ne travaille. Hein, c'est votre formule, je crois. Oui, d'autant que l'économie était et reste jusqu'à un certain point asphyxiée par un système où vous avez la caste princière, quelques 10 000 princes. La polygamie, ça aide. Hein, 10 000 princes qui, eux, ont pompé allègrement les richesses du pétrole avec très très peu de redistribution vers le bas. J'étais sidéré d'apprendre que le revenu moyen en Arabie Saoudite se situe à peu près entre le Portugal et la Slovénie. Il y a des Saoudiens pauvres, ce qui paraît à nous contre-intuitif. Et l'autre dimension, c'est cette idée qu'il faut dégager un tout petit peu cette société, à commencer par les femmes, d'une asphyxie mais atroce imposée par des codes religieux qui se sont alourdis, qui se sont aggravés à chaque fois que la dynastie a dû renouveler avec le pouvoir religieux, parce que c'est la grande singularité de l'Arabie Saoudite, le pacte fondateur conclu au milieu du XVIIIe siècle entre un prédicateur qui s'appelait Al-Wahhab, d'où le wahhabisme, et la dynastie des Saouds. Alors, parallèlement à toutes ces réformes, à cette ascension intérieure du prince, il a voulu se donner l'image d'un grand réformateur à l'international, et pour cela, il lui a fallu convaincre ses partenaires et ses alliés. C'est la rubrique Zoom, signée Mélanie Ohayon. L'offensive de charme saoudienne a duré plus d'1 mois. Durant 1 mois ce printemps, le prince héritier Mohammed Ben Salman a mis le cap sur l'Occident pour conforter ses alliances. 3 jours au Royaume-Uni, dans toute la ville de Londres, des portraits placardés sur des taxis, des camions, des panneaux géants. Et ce slogan, il apporte le changement. Et puis un accueil royal au palais de Buckingham, avant une rencontre avec Theresa May. Bilan du séjour, 84 milliards de dollars d'accords commerciaux signés, 48 avions de combat Eurofighter commandés. 3 jours en France, l'Élysée déroule le tapis rouge, accolade complice avec Emmanuel Macron. Ils seront bien évidemment les bienvenus à Paris. Au final, des accords portant sur 18 milliards de dollars, mais pas autant qu'espéré par Paris. Aux États-Unis, apogée de sa tournée occidentale, MBS s'y attarde 3 semaines. Le voilà dans la Silicon Valley, en jean, décontracté avec les dirigeants de Google, avec Tim Cook, le patron d'Apple, avec le milliardaire Richard Branson, et bien sûr à la Maison-Blanche avec le président. Donald Trump avait concocté pour l'occasion une mise en scène spéciale. Il brandit fièrement la liste des commandes militaires passées par les Saoudiens. $3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. Should have increased it. Au total, 380 milliards d'accords conclus cette année. Près d'un tiers est consacré à l'acquisition d'armes. La modernisation de l'Arabie Saoudite, tant rêvée par son prince, passe par les nouvelles technologies de la Silicon Valley. Ainsi, les Saoudiens détiennent déjà 5% du capital de Tesla, ont injecté 1 milliard dans son rival Lucid Motors, 3,5 milliards dans Uber, un autre milliard promis à Virgin Galactic de Richard Branson, et ce n'est qu'un bref aperçu. Si Mohammed Ben Salman mise autant sur ses start-up californiennes, c'est qu'il compte attirer des investisseurs et du savoir-faire. Son projet phare, c'est Neom, ville futuriste à 500 milliards de dollars, sortie des sables en bordure de la mer Rouge. This is the blank page you need to write humanity's next chapter. Neom. Dans le clip promotionnel, des familles heureuses, modernes, jeunes, fortunées et pratiquement aucune femme voilée. Bref, l'Arabie Saoudite
comme un paradis sur terre. Christine O'Krent, derrière ce prince dur, colérique, est-ce qu'il y a un visionnaire? Je crois, oui, il y a un visionnaire. Il a compris que l'Arabie saoudite ne pouvait plus rester engluée dans un tel archaïsme et qu'encore une fois, cette nombreuse jeunesse, dont il ne faut jamais oublier qu'elle a alimenté en très très grand nombre Al-Qaïda et Daesh. On peut dire même que c'était les plus gros contingents les plus gros contingents saoudiens. Même si, bon, c'est toujours difficile d'apprécier les statistiques, mais d'après les experts que j'ai pu interroger, oui. C'est le creuset idéologique d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, qui était d'ailleurs un ami de Khashoggi. Le creuset idéologique, c'est ce mélange entre le wahhabisme, donc l'interprétation rigoriste du Coran, et les frères musulmans, qui étaient extrêmement influents et nombreux en Arabie saoudite. Et le prince veut faire une nouvelle Arabie saoudite à l'islam modéré. En tout cas, il a parlé d'un islam modéré. Compatible avec l'Occident. Ce qui, pour nous autres occidentaux, était véritablement à applaudir. On a quand même tous en mémoire les horreurs que le djihadisme a provoqué dans le monde et singulièrement dans nos pays. Mais par rapport à cela, on fait toujours la même erreur, nous autres occidentaux. On se dit « Ah, comme c'est bien, les réformes, la libéralisation ». Mais ce sont des réformes et une libéralisation pas du tout selon nos critères. Pas du tout. On pense « Ah oui, des réformes, donc un espace politique, donc une liberté d'expression ». Non. Dans ce monde-là, et il y a hélas, plusieurs régimes autoritaires qui servent d'exemple. On peut commencer par M. Poutine, on continue par le président Xi, et on s'arrête là pour le moment, mais enfin, il y en a bien d'autres. Oui, on vise l'enrichissement économique de la population, mais surtout pas de liberté. Et donc, on a commencé à comprendre que ce jeune prince qui au contraire disait « mais moi je ne suis pas un occidental ». Il ne disait pas ça quand il allait faire sa tournée de séduction avec beaucoup de talent d'ailleurs et beaucoup d'argent, beaucoup d'agences de communication mobilisées, certes, mais à ses propres citoyens, si j'ose dire, il disait « mais non, c'est moi, les réformes c'est moi, ça vient de moi vers vous ». Il était d'ailleurs, et je crois qu'il reste, adulé par la jeunesse saoudienne. Et simplement, il ne s'agit pas d'un modèle occidental. Résultat, il a mis en prison, dès que le droit de conduire a été accordé aux femmes, les militantes féministes qui avaient travaillé pour cela ont été envoyées en prison, tout comme les ultra-religieux conservateurs critiquant ces réformes. Est-ce que pour Mohammed Ben Salman, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ça a été une aubaine, sa grande chance? Pour l'Arabie saoudite, qui avait de très mauvaises relations avec la présidence Obama, l'arrivée de Donald Trump, l'élection, une élection à laquelle les financements saoudiens et émiratis ne sont pas étrangers, oui, une bénédiction. Et s'est ajouté à cela une amitié réelle, semble-t-il, entre le jeune prince héritier et le gendre de Trump, Jared Kushner, qui est pourtant un juif orthodoxe. Et donc l'idée que l'héritier du trône wahhabite, moins qu'on puisse dire, est que vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du monde juif, c'était pas véritablement autre chose qu'il faut leur trancher la gorge. Et donc, entre ces deux hommes, ils se sont dit, bon, ben nous, on n'est pas encombrés par la mémoire historique, tout ça, etc. On va faire les choses. Et ils ont mis au point un plan dont on attend toujours la version officielle. Là, le roi Salman a dit, ça c'est impossible. Le droit des Palestiniens reste sacré pour nous autres, applaudi évidemment en cela par l'ensemble du monde arabe et par le président turc, qui voulait aussi, lui, faire du drapeau palestinien une nouvelle plume, si j'ose dire, à son chapeau. Mais il y a véritablement, oui, des liens plus étroits que jamais entre Riyad et Washington. Est-ce que vous pensez que l'affaire Khashoggi pourrait modifier cet axe Riyad-Washington? Pourrait amener des changements? Le modifier, non, parce qu'il est ancré dans l'histoire et surtout
dans le pétrole et dans des intérêts financiers énormes. Mais le président Trump est très, très embarrassé parce qu'il a besoin du Congrès, et notamment de sénateurs républicains de son propre parti, pour approuver les ventes d'armes. Et le Congrès commence à... Et le Congrès dit, mais c'est insupportable. Cet allié saoudien qui se comporte ainsi, la guerre au Yémen, ça ne les troublait pas beaucoup. Il y avait un peu de protestation, disons, de forme. Mais, et c'est paradoxal, et surtout pour nous autres journalistes, l'assassinat de Khashoggi, tout à coup, prend une telle ampleur. Une chose tout à fait importante et qui embarrasse d'autant plus le président Trump, c'est que la patronne de la CIA est maintenant dirigée par une femme, a été à Ankara et apparemment elle a écouté les enregistrements audio au sein du consulat au moment le 2 octobre. Voilà. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain va lui demander de témoigner. Donc à partir de là, Trump est pris dans un engrenage vis-à-vis de son allié saoudien, très difficile. Donc c'est très, très embarrassant pour l'administration Trump. Dernière question, est-ce que cette affaire, Khashoggi, peut remettre en question le pouvoir du prince Ben Salman au sein du royaume? Le remettre en question, non. Je ne vois pas le vieux roi de 82 ans disant « Oh là là, je me suis trompé de fils, je vais en prendre un autre ». Encore une fois, c'est un pouvoir absolu. La légitimité du roi reste entière. En revanche, que le prince héritier soit davantage corseté, entouré. On a vu d'ailleurs que le roi Salman a fait revenir dans un premier cercle de vieux princes, pas des concurrents de la génération mais qui avaient disparu de MPS. Un peu. Les vieux princes s'étaient tenus tranquilles. Les princes de la génération d'MBS les avaient matés quand il avait fait l'opération du Ritz-Carlton et coffré les quelques 300 personnes les plus riches du royaume. Donc c'est plutôt à ce niveau-là où l'on peut penser, mais tout cela reste quand même très mystérieux, que le prince héritier aura la bride un peu plus serrée. Merci, Christine Ockrent. Merci à vous. C'est un plaisir. Pour moi aussi. L'arme du pétrole pour se faire entendre sur la scène internationale. En 1973, les pays arabes réunis au sein de l'OPEP multipliaient par 4 le prix du baril. Les économies occidentales se retrouvaient au pied du mur, menacées par la pénurie. Ce jour-là vous est raconté par Kevin Gertsch. Ce jour-là, le 16 octobre 1973, l'OPEP, emmené par l'Arabie saoudite, déclenche le premier choc pétrolier de l'histoire. Nous sommes en pleine guerre du Kippour, la Syrie et l'Égypte ont attaqué Israël. Le but des pays arabes producteurs de pétrole est clair, punir les alliés d'Israël. Avec une hausse de 70% des prix, et même un embargo qui frappe les États-Unis et les Pays-Bas, la surprise est totale en Occident. Pénurie de carburant, explosion du coût de la vie et chômage technique, c'est la fin brutale des 30 Glorieuses. L'OPEP, qui réunissait alors une douzaine de pays, représentait 55% de toute la production mondiale. L'Arabie saoudite, à elle seule, 21%. Le roi Faisal d'Arabie saoudite, l'homme fort du cartel. Avec son ministre du pétrole, l'influent cheikh Yamani, il fait de l'or noir une arme politique, mais aussi économique. Si le prix du baril de pétrole atteint $10, l'Europe de l'Ouest devra payer des millions de dollars par année. Avez-vous songé aux implications que cela aura sur l'économie européenne? Alors, que proposez-vous? Que nous vendions le pétrole à bas prix? Réalisez-vous que nous n'aurons pas les moyens de payer cet excès de devises dont vous parlez? Je pense que vous devrez vous ajuster à un prix raisonnable du pétrole brut. Le temps des sources d'énergie à bon marché est passé. C'est une nouvelle ère qui commence. Cette nouvelle ère, c'est celle de la flambée des cours. Le prix du baril quadruple en 6 mois pour atteindre $11,65 en mars 1974. On était loin de se douter à l'époque que sa valeur allait atteindre un pic de $140 en pleine crise financière de 2008. Le prix du baril continuera même de tutoyer entre 2010 et 2014 la barre symbolique des $100.
Pour préparer cette émission, nous nous sommes plongés dans l'enquête de Christine Ockrent. Son livre « Le prince mystère de l'Arabie, Mohammed Ben Salman, les mirages d'un pouvoir absolu » vient de paraître chez Robert Laffont. Nous avons beaucoup aimé à la rédaction de Géopolitis l'édition et la couverture du Courrier international paru le 11 octobre, Arabie Saoudite, le marchand d'illusions. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission à Paris avec Christine Ockrent et ici à Genève dans nos studios. Merci à vous de votre fidélité à Géopolitis, une production RTS TV5 Monde. Passez tous une excellente semaine. À bientôt.